Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume. Comment allez-vous? Bien. Ça fait un moment bien, on revient pour parler de Morgan Charrière qui a combattu au Cage Warriors et qui nous a régalé comme jamais. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Jamais. Est-ce que vous savez où Morgan Charrière sera à part le Cage Warrior? Et ben, il sera à la nuit blanche La Sueur. Voilà. Donc on va faire vite parce que Oui. on en parle à chaque podcast. Mais là néanmoins- c'est quand même une annonce parce qu'on Ben se oui. le gardait sous le coude parce que forcément on attendait la performance de Morgan. Et ben monsieur... Bah, il se trouve que Morgan n'a pas le temps en fait. Donc Exactement. monsieur claque des KO de l'espace en Angleterre, Et tranquillement, dans et le plus puis grand des ensuite calmes. vient à la soirée La Sueur, tranquillou aussi. Ouais. Non, ça va être la folie cette Ouais, soirée. non, ça va être donc, très bien. Voilà. Donc on aura grosso modo le futur du MMA Voilà. avec nous. Vous l'aurez avec vous. Ça va être la folie quoi. Tout à fait. Donc il y aura bien évidemment, vous pourrez prendre pour un temps limité des photos avec lui, donc lors d'un espace qui sera prévu à cet effet. Il y aura aussi une petite masterclass de Morgan Charrière qui fera une intervention, avec Mansour Barnaoui qui sera là aussi. Pareil, photo call et puis aussi... Et puis tutti quanti, hein. Et tutti quanti, et plus d'autres invités qui vont arriver. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description pour s'inscrire. Voilà, ma foi. Ouais. Je pense que nous sommes complets, donc nous sommes complets sur le sujet. C'est donc le 7 décembre de 22h, à partir de 22h le 7 décembre, et ça se termine à 6h du matin, le 8 décembre à Paris, au Belouchis. Toutes les informations sont dans le lien, dans la description, et c'est pour le Téléthon, parce qu'on va en profiter pour récolter de l'argent, sachant que... De dire comme ça, du coup, putain. Sachant que tout ira au Téléthon, hein. Oui, voilà. Oh putain, le lapsus Oh, mon gestuel Dieu. révélateur. Oh, mon Dieu. Le plus important, c'est l'argent. Et donc oui, tout ira au Téléthon, bien entendu. De toute façon, vous verrez, on mettra ça en avant. Il y a une espèce de cagnotte et tout est transparent parce que c'est directement au Téléthon. Voilà, Ouais. il n'y aura pas de, Il n'y a pas de problème chichi là-dessus. Et comme on fera un live pour présenter aussi tout ce qu'il y aura dans lors de cette manifestation, si vous voulez donner, pas forcément sur la plateforme du Téléthon, vous pourrez donner dans le super chat. Et là aussi, tout ira au Téléthon. Mais si vous donnez directement dans la cagnotte du Téléthon, ça évite pour nous de récolter l'argent, ensuite de faire le virement, faire le Téléthon. Voilà, 100% transparence chez La Sueur. Bien, mon cher Rust, on va pouvoir passer à Morgan Charrière. Ouais. Puisque, au-delà de venir au podcast La Sueur et puis de venir à la Nuit Blanche La Sueur, c'est aussi un combattant. Et donc là, Et il pas combattait. n'importe lequel. Exactement, là, il combattait pour la 3e fois au Cage Warriors. La première fois, il avait saisi l'opportunité finalement de venir en short notice. Et ça avait été un duel âpre. Et il s'était incliné par décision. Ouais, mais vraiment sans démériter. Exactement. Deuxième combat, il s'était imposé. Mhm. Par décision là encore. Et là, cette fois, il a sorti le KO au 3e round. Ouais. Au 3e round. Round. Donc voilà, c'est superbe, sachant qu'en plus, là, l'organisation lui a promis un title shot pour son prochain combat, donc en featherweight. Ça sent très bon pour lui, puisque là, il a fait tout ce qu'il souhaitait faire. Ouais, tu veux dire dans le combat ou même Au commence niveau déjà plan de carrière. Ouais. C'était plan de carrière. Mais dans le combat, parce que revenons à nos moutons. Alors ouais, on peut commencer en tout cas par le combat. C'est vrai que ça fera pas mal comme ça de faire de plus en plus, de prendre du recul. Ouais. En fait, le combat, le début a été assez difficile. Mhm. En gros, il a mis quand même, donc c'est Dean Truman, son adversaire, Ouais. un Anglais qui était clairement, qui était dur au mal et qui était technique. Donc vraiment, Expérimenté aussi, 15 vraiment, combats, 10-5. vraiment pas évident comme combat. Et alors Morgan l'a mis en fait très vite au sol Sur sa première tentative. Voilà, aussi. sur sa première tentative, vraiment autoritaire. Il aurait presque pu slammer et il l'a pas fait. Ouais. Mais autoritaire, et à partir de là, en fait, il a vraiment maintenu Dean Truman au sol. Alors, si on est tout à fait honnête, c'est vrai que c'est pas évident à scorer le premier round, parce qu'en réalité, la garde, donc il est sur son dos, l'anglais Dean Truman, mais il est très actif. Ouais. On pense un peu à Carlos Condit en fait dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il est sur son dos, oui. En plus d'ailleurs, comme Carlos Condit, il a utilisé la rubber guard si Charity Bravo, où en fait vraiment vous faites passer la jambe par-dessus le dos de l'adversaire, vous essayez de la passer en dessous, et dans l'optique, pourquoi pas après de finir sur une gogoplata, un peu genre Nick Diaz, Takano Igomi, truc comme ça. Donc pas évident à gérer, et en plus de ça, il mettait les coudes, vraiment, Et il il était tentait très les actif, soumissions tentait les aussi. soumissions. Vraiment, on avait des résurgences d'un Carlos Condit à son meilleur, sur son dos. Donc pas évident du tout à gérer pour Morgan. Il est resté en contrôle malgré tout, il n'a pas pris trop de dommages. Mais à gérer, à noter, c'est pas si évident à scorer en fait. Donc premier round compliqué, le deuxième, c'est pareil, c'était âpre et disputé.
Il y a eu du clinch, il y a eu du sol, et pareil, c'était vraiment pas évident. Le mec était vraiment, c'est même pas vaillant, mais c'était que comme il était très bon dans tout ce qui est même défensif, quand c'est au sol, en clinch et tout ça, il laissait tout simplement pas d'opportunité à Morgan. Alors, non seulement il laissait pas d'opportunité à Morgan, mais en plus de ça, c'est vraiment, je me souviendrai toujours, c'était au TUF, le TUF du coup de la saison, je sais plus laquelle c'était, où il y avait Uriah Hall, donc le coach c'était Chelsonen, et qui disait en fait, n'hésitez pas et profitez de chaque moment pour scorer. C'est-à-dire que même les moments où vous n'êtes pas dans une optique de mettre KO, profitez-en pour scorer. Entre un passage où tu es au sol et tu te remets debout, profitez-en pour mettre un petit truc. On est bon ? On est parfait. On est bon. Donc, et profitez de chaque opportunité pour scorer. On est très bon. et en gros, c'est ce que faisait Dean Truman. Ouais. C'est-à-dire que Morgan était dans une optique en fait d'essayer de solidifier ses positions, qu'il soit au sol ou en clinch. Complètement. Et Dean Truman était vraiment plus dans une optique d'essayer de scorer au maximum pour gêner et pour cutter si besoin aux arcades ou quoi, n'importe quoi. Mais dans l'esprit des juges pour marquer en fait. Au troisième round, en fait, c'était pas la même mayonnaise. Alors, en fait, au troisième round, il y a eu donc une opportunité pour Morgan Charrière de s'exprimer debout. Il y a eu assez rapidement, en fait, on a vu que déjà, il y a le moment où j'ai vu que ça commençait à être vraiment stylé pour Morgan. Il y a eu un espèce d'enchaînement genre pur Dutch kickboxing, genre Dutch style, un bon jab des familles et on envoie le low kick. Du troisième, ouais. Dès l'ouverture du troisième, et là le mec a marqué le coup, le low kick est bien passé, et pourtant il était un peu proche, mais le low kick est quand même bien passé. Là on sentait que vraiment Morgan était autoritaire sur le stand-up, et je sais plus quel était le ton exactement, mais il a réussi à faire, et franchement techniquement pareil, c'est magnifique. Super. Honnêtement on aurait été gâtés ce week-end, parce qu'entre Cyril Gane qui nous fait des folies à l'UFC, et Morgan qui fait ça au Cage Warrior, honnêtement on est gâtés. Parce que la séquence de finish, en plus vous pouvez la voir sur Twitter, elle a eu un succès de ouf. Plus de 500 000 views. Ouais, c'est vraiment un truc de taré. Putain, Morgan, t'as géré. On va en revenir là-dessus. Mais la séquence de finish, elle est alors. On dit toujours que, en gros, si tu fais du single shot, pour le striking en tout cas, c'est compliqué de surprendre ton adversaire. Si tu envoies juste un jab par-ci, un low kick par-là, la personne le voit venir, c'est compliqué. Tu peux même pas utiliser le fait d'aveugler quelqu'un avec ton jab ou ton cross pour revenir ensuite. C'est pour ça que travailler en combinaison, c'est vraiment intéressant. Encore faut-il pouvoir les placer correctement, parce que généralement, quelqu'un qui a un petit peu un background, il va tout simplement, quand il voit que ça s'approche, soit il recule, soit il désaxe, il se met hors de portée de la frappe. Et ce que font les bons kickboxers, c'est ce qu'on appelle déjà doubler le jab. C'est-à-dire que tu utilises le premier pour soit aveugler, soit en tout cas commencer à envoyer des informations à ton adversaire. Et ensuite, tu mets un second jab qui est plus difficile à voir venir. Enfin, c'est pas à voir venir, mais en gros, t'envoies une seconde information qui est pas évidente à prendre en compte pour l'adversaire. Et en plus de ça, et c'est là où c'est magnifique, si tu fais comme Morgan Charrière, c'est premier jab, poum, et le deuxième, tu fais un step. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas un espèce de pas chassé, c'est un step. C'est-à-dire que tu avances sur ton deuxième jab. Et là, ça commence à être vraiment stylé parce que tu fixes ton adversaire sur ton deuxième jab. Et après avoir doublé le jab avec un step, il réussit en fait, et c'est là où c'est magnifique, encore une fois, il met un overhand. Alors c'est un overhand right, c'est-à-dire il vient par le dessus et il vient claquer par le dessus en passant au-dessus de la garde un espèce de punch qui est, donc c'est pas un crochet, ça vient pas du dessous, c'est pas un uppercut, ça vient vraiment du dessus, ce qu'on appelle un overhand right. Et normalement, ouais, mais vraiment vous me suivez, je pense que vous me suivez là. Si vous n'avez pas vu le combat là, vous l'avez là, vous le visualisez. En gros, Roy Nelson par exemple est très connu pour ça, c'est-à-dire qu'en gros il va venir, il fait un énorme truc, il va chercher le palais céleste dehors et après il revient. Et c'est pour ça que généralement ça a du mal à passer parce que c'est très ample. Et Morgan il a fait le truc parfait, c'est-à-dire qu'il fait boum, double jab et sans quasiment mettre d'élan en fait, il fait un mouvement très court, sans gâchis de technique, placé. Sans gâchis, sans rien du tout, où il vient pour le plus rapidement possible après son double jab accrocher l'overhand. C'est passé mais parfaitement, mais comme une lettre à la poste. Et parce que l'enchaînement était parfaitement placé au bon moment, il a mis. C'était pas un knockdown, mais le mec était super. Il était perdu, désarçonné, désorienté. Alors par contre, à partir de là, c'est le barrage des familles. Mais il a très bien suivi, parce que là aussi, parce que c'était sa première véritable opportunité, vraie ouverture, où finalement Dean Truman.
était complètement touché. Ah Donc, ouais, franchement, il est là, aux fraises. bravo à Morgan Charrière parce que il fallait saisir cette opportunité. Ouais. Et puis, mine de rien aussi, cette combinaison, c'était la première qui tentait aussi du combat parce que c'était beaucoup à chaque fois Ouais. en un coup. Je me montre quand même assez précautionneux. Oui, parce qu'il qu'il jouait faut dire beaucoup. aussi que Truman n'était vraiment pas mauvais. Ouais. Il a réussi, il commençait vraiment à hacher un peu le mollet de Morgan. Là aussi, au troisième round. Au troisième round. Donc, et tu sentais qu'il était puissant aussi, l'anglais. Donc, ouais, c'est vraiment au moment où Morgan a accéléré, il a commencé à se faire plaisir au niveau des combinaisons, bah, c'est passé magnifiquement, quoi. Donc, vraiment, énorme respect parce qu'il fallait aussi garder son calme à ce moment-là. Ouais. Il réussit à le finir, donc là, tout en puissance, et il termine sur un ultime genou. Ouais. Où là, Mark Goddard, l'arbitre, a décidé d'en finir Ouais, justement, ouais. très justement. Hein, Ouais, parce qu'avant le genou, il y a eu un espèce, mais une énorme uppercut, deux ou trois je sais pas. uppercuts, je crois. Ouais, où la tête fait jouer au Bill Bokeh. Ouais. Bon, là, tu sais que c'est pas possible. Ça quoi. sentait mauvais. Ouais, ouais. Pour Dean Thurman. Ouais. Après, c'est vrai que du coup, il y a peut-être des gens qui diront, et à la limite c'est recevable, hein, pourquoi pas, mais que tu vois, un peu comme Darren Till, quand Darren Till contre Donald Cerrone a réussi à vraiment à toucher Donald Cerrone au point où Donald sentait que c'était la fin. Ouais. En gros, Darren Till a rushé au max. Et quand il a rushé, qu'il n'avait plus cette discipline qu'il a habituellement, bah en gros, dans les punches qu'il a utilisé, les coups qu'il a utilisés pour finir Donald Cerrone, genre il y en a 1 sur 10 qui a touché. Et à la limite, on pourrait dire. Ou même Francis sur Junior Dos Santos. Ou même Francis, ouais, exactement, sur Junior. En fait, tu sens l'odeur du sang, et là, tu n'as qu'une envie, c'est d'en finir, et tu peux perdre un petit peu la discipline que tu avais. Bon, pour le coup, en fait, j'étais sur le point de dire qu'on pourrait dire que Morgan, peut-être que quand il aura plus d'expérience, fera pas des aussi gros barrages, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, il a tous ses coups en touché. Ouais. Bah ouais, tous ses coups en touché, tous ses coups, en gros, c'était un knockout coup à chaque fois. Knockout punch. Coup. Ouais, oh là là, on recommence dans. Ouais. En même temps, il est tard. Ouais, on le dit à chaque fois, mais de toute façon, l'excuse est valable. Hein, donc, il est dimanche, 1h07, et on bosse quand même. Putain, ouais, on est là pour vous, les gars. Oui. Mais donc en fait, non, là pour le coup, elle est même pas recevable en fait, ma critique, ce que j'allais dire, parce qu'en fait, bah non, ça marche pas, puisque tous les coups ont touché et qu'il a fini parfaitement le combat. Ouais. Donc voilà, superbe encore. Chapeau Morgan Charrière. Maintenant, place au titre, donc ce sera contre je crois que c'est le quoi, Cage Warriors 111 à mon avis, où se décidera le prochain adversaire de Morgan, voilà. Donc superbe pour lui, là il va prendre du repos bien mérité, puisqu'à mon avis là il devrait pas combattre en 2019. Oui, et puis tu m'avais dit en plus que là c'était vraiment un camp d'entraînement qu'il avait fait vraiment, qu'il avait fait à la mode de ce qu'est vraiment un camp d'entraînement parfaitement pour ce genre d'événement en fait. Complètement, alors là c'est vrai que là, nous allons en venir à ça, c'est le deuxième sujet du podcast, au-delà du combat de Morgan Charrière, parce que c'est vrai que parler des combats c'est bien, mais voir l'ensemble d'une carrière d'un combattant c'est aussi très intéressant, parce que Morgan l'a déjà eu 2 fois dans le podcast là-dessus. La première fois c'était hyper intéressant, peut-être l'un de nos meilleurs podcasts parce qu'il avait parlé de tout. Ouais, c'était dingue. Ouais. Surtout pour les combattants qui, on va dire, débutent, parce que Morgan il a 24 ans, il a un bilan de, j'ai peur de dire des conneries, 15-7 maintenant. 15-7 en carrière, ce qui est énorme quand même là aussi pour un combattant. Il a connu, et c'est 15-7 dans le sens où il y a eu une période où il a eu 5 défaites consécutives ou 4, enfin il a connu vraiment le doute, enfin on a l'impression qu'il a eu plusieurs carrières en une à 24 piges, donc ça c'est exceptionnel. Là aujourd'hui maintenant il est au Cage Warriors, et ce qu'on voulait dire avec Rust, c'est qu'il fait tout parfaitement dans le sens gestion de carrière, parce que c'est pas son manager qui fait ça, c'est vraiment Morgan Charrière qui, après d'ailleurs son manager m'a lui-même dit Guillaume, Morgan c'est impressionnant ce qu'il fait d'un point de vue marketing, parce que c'est vrai. Il a réussi à véritablement comprendre que ok, je ne suis pas à l'UFC, donc il faut que je fasse moi-même ma com, et que je sorte donc de cet, on va dire, univers du MMA qui est quand même assez restreint en France, pour réussir à essayer de piocher telle ou telle personnalité qui serait intéressée, par mes services, par les sports de combat, et qui puissent ramener leurs fans. Et là, ça a été, il était quasiment à domicile à Birmingham. Ouais, il était en toute proportion gardée. Oui, bien sûr, mais en tout cas, voilà, il y avait des Français, il y avait une ambiance de folie, et pour lui aussi en partie. Ouais. Et en fait, on pourrait commencer déjà, je pense, par dire que ce qui est vachement intéressant, c'est que déjà, je pense que Morgan, il s'est dit, de toute façon, c'est pas ce qui marche, mais plus t'es naturel et plus les gens voient que t'es naturel, plus ils accrochent. On le voit à l'UFC, les gens par exemple qui essaient de faire du Conor et qui sont pas Conor, ça fait un peu pitié quoi.
Donc Morgan qui a déjà une personnalité qui est vraiment haute en couleur et il est passionné, il est enthousiaste et tout. Et puis c'est un fan comme nous. En Mais fait, c'est ça aussi, c'est la différence. Ouais, il est autant enthousiaste qu'on l'est quand on parle de combat et tout ça. Et en gros, ça, de toute façon, je pense qu'il s'est juste dit, ça sert à rien d'essayer, vraiment c'est con à dire toi, mais d'essayer d'être quelqu'un que je suis pas parce que ça marche pour eux ou quoi que ce soit, autant être vraiment le plus naturel possible, et vu que je suis enthousiaste, pourquoi ça marcherait pas? Et il a tellement raison. Parce que typiquement, tu vois, là, et vraiment, typiquement, alors on voit qu'il a du caractère pendant le combat, ça se voit, et d'ailleurs c'est vachement intéressant, mais même au-delà de ça, tu vois, par exemple, à la fin du combat, quand le commentateur vient le voir et qu'en gros il dit, il commence par dire un peu Dean, donc Dean, you suck, tu vois, enfin en gros Dean, you suck, en gros t'as déjà pas arrêté. mythique. Ouais, déjà. mais ouais, voilà. On va avoir des t-shirts Dean you suck. Ouais. On les veut en tout Ah, il y cas. a moyen qu'il le fasse. Ah pourquoi pas. Mais typiquement c'est ça, tu vois, c'est-à-dire que le mec clairement avait vraiment abusé sur les réseaux sociaux en termes de trash talk, mais d'un autre côté, ça a aussi donné du poids au combat et de l'attraction, donc on peut pas lui en vouloir non plus à Dean Truman. C'est ce qui a fait parler le combat, c'est ce qui a fait qu'il y avait de l'entrain. Mais voilà, le fait qu'il dise ce genre de truc et qu'il essaie pas de se forcer à dire des choses qu'on pourrait attendre, genre voilà, merci beaucoup à lui, et il le dira, mais c'est sûr. Parce mais il que l'a dit aussi pendant le merci au public français. Mais ouais, et même pour l'adversaire, tu vois, quand il y aura du respect, il y aura aucun problème. En gros, il le dira parce que. D'ailleurs, ils sont top élégants au début du troisième. Ouais, voilà. Donc il y a du respect. C'est juste qu'il est authentique et ça fait la différence. Et ça fait la différence. Et les gens le voient, les gens le sentent. Tu vois, dans sa manière de parler, déjà, ça se sent qu'il est authentique et qu'il essaye pas de jouer quoi que ce soit. Donc déjà, il y a ce fait-là que dans la cage, dans les interviews dans la cage, quand il parle au Cage Warrior, etc., il est authentique. Et déjà, rien que ça fait du bien, c'est quand même rafraîchissant. Et il parle anglais. Et on voit qu'il a travaillé sa post-fight interview qui est ô combien importante pour les combattants. Parce que si vous avez votre coach en striking qui fait la traduction, le plus souvent approximatif, c'est compliqué. Ça a moins d'impact. Ça passionne pas les gens. Là, il a travaillé. Ok, c'est pas un anglais parfait, ce qui est normal parce que il est combattant, donc à un moment donné, c'est compliqué aussi de faire tout ça tout seul. Mais franchement, travailler son anglais pour se dire ok, je suis dans une organisation britannique, je vais combattre pour le titre ensuite, c'est important que les gens se disent, il n'y a pas que les Français qui vont me regarder. Ah ok, c'est bien. En plus, il fait un petit peu de trash talk. Il est sympathique. Voilà, monsieur coche toutes les cases lors de la post-fight interview. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et puis, oui, tu vois, par exemple, là, c'est vraiment, ok, on va nous dire c'est des détails, mais s'il parlait pas anglais, tout simplement, s'il parlait pas anglais, qu'il faisait pas sa post-fight interview en anglais, qu'il faisait pas en gros, du coup, presque des gimmicks maintenant, des Dean you suck en anglais et tout ça, et qui faisait en français, qui remerciait tout le monde, et alors là, l'arène commence à débander, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas le même impact. Là, ils vont pouvoir probablement, et très probablement, utiliser des clips justement audio de ça pour vendre le prochain combat pour le titre, ou en tout cas, si jamais revanche il y a, tu vois. Mais ou même faire juste le récap de ce combat. Ou le récap, ça ouvre plein de possibilités pour le Cage Warriors, donc c'est la bonne manière de faire en fait. Rester authentique, mais rester authentique, ça veut vraiment dire, si vous voulez dire quelque chose, dites-le, ça fera la diff de toute façon, quoi qu'il arrive. Quoi. Surtout qu'on peut comparer par exemple avec José Aldo qui a régné en maître sur la catégorie fédérale, qui ne parlait pas anglais justement, et dès que l'UFC n'a pas eu l'occasion de le dégager, mais on va dire dès qu'il y a eu cette défaite contre Conor, ils l'ont pas forcément, il n'a pas eu sa revanche, il n'y avait pas non plus le soutien populaire. Par exemple, dans le marché qui était extérieur pour lui, le marché américain. Ça reste un dieu bien évidemment au Brésil, mais aux États-Unis, il n'a jamais réussi à devenir une machine à pay-per-view. En succès en pay-per-view, bien entendu. Ouais. Et on le voit, et il y a plein de combattants, même à l'UFC en ce moment, qui eux commencent à parler anglais juste parce qu'ils savent que ça va leur apporter quelque chose. Zabit, par exemple. Ouais, Zabit, Magomed Sharipov, il y en a vraiment plein. C'est vrai que je sais plus auquel je pensais, mais je sais plus si c'est Johnny Walker ou un truc comme ça. Il y a vraiment des combattants qui savent que ça change absolument tout. Et donc, voilà, tout ça pour dire... Ça permet d'être visible dans les médias, parce que c'est ça aussi, ça c'est un gros point. Si vous ne parlez pas anglais, on ne va pas vous inviter, par exemple, à ESPN, parce qu'on ne va pas vous inviter, vous et votre coach, surtout si on a besoin de réponses au tac ou d'analyse, parce que là, ça prend un temps interminable. Et en plus, généralement, comme j'avais dit précédemment, c'est vrai que les analyses des coachs, les traductions, des coachs, peuvent être un peu approximatives. Bref, bravo Morgan. Et surtout, ce qui est important à dire, c'est que cet été, pour lui, a tout changé. Il a su surfer là-dessus. Parce que ça aussi, ça pouvait être compliqué pour lui à gérer, c'est d'avoir eu, donc il avait entraîné, finalement il avait fait, c'était quoi avec Kameto pour faire c'était quoi, Plus Jamais Gros, la série Plus Jamais Gros, qui a porté ses fruits d'ailleurs. Ça a marché de ouf. Réveille ton potentiel.fr, c'est le site de Morgan Charrière.
ce n'est pas sponsorisé. Ah non, non, non. Attention, ah non, non, mais pour que les gens. Ouais, pour que les gens soient ouais, exactement. ouais. Donc ça a fonctionné. Et ce qui était bien, c'est que là, il y a eu tout ce nouveau public derrière lui. Il a explosé sur les réseaux sociaux. Donc fallait pas se rater. Ouais. Fallait vraiment pas se rater. Il a su assumer. Donc là, enfin, vraiment pour lui, c'est superbe. Il veut aller à l'UFC en 2020. Enfin, quand l'UFC arrive en France, ça va être évidemment compliqué parce qu'il y a beaucoup de combattants français. Ouais, mais là honnêtement, enfin, ça va être compliqué. Mais d'un autre côté, tu vois, là, tu me donnes. Enfin, tu me dis, genre, donne-moi, je sais pas, 6 ou 7 noms de combattants français que l'UFC voudrait pour être sûr que la carte française ait de l'impact. Je mets Morgan direct dedans. Complètement. Surtout en plus, là, s'il ajoute aussi la petite ceinture à la collection, tu auras ce côté Cage Warriors. Pour le public britannique qui est aussi évidemment intéressé par le MMA, ça ajoutera aussi. Et puis, mine de rien, il y a le côté, bien évidemment, follower, le fait qu'il soit suivi par tout le monde, qui ramène du public, mais aussi crédibilité sportive, entre guillemets, parce que l'UFC, on ne le rappelle jamais assez, c'est aussi la meilleure organisation sportive au monde en termes de MMA et de performance. Donc il faut vraiment pour eux dire, on n'a pas que des tocards, et là, Morgan, s'il ramène la ceinture du Cage Warriors, eh bien... Ouais. Là déjà, ce qui est sûr, c'est parce qu'on sait aussi que l'UFC accorde vraiment beaucoup d'importance au fait que ce soit spectaculaire, que le combattant soit. C'est pour ça qu'on a des gars comme Dan Hardy qui en gros même après 4 défaites, ils étaient encore à l'UFC. Enfin, ils accordent et parce qu'ils le savent, c'est de l'entertainment aussi, même si c'est du sport. Et ce qui remplit les salles, c'est les gens, tout simplement que t'as envie de voir et t'as pas envie de voir. Des gens qui font du lie and pray pendant 5 rounds, ça n'intéresse pas, tu vois, même si c'est sportivement incroyable de réussir à le faire au plus haut niveau, ça n'intéresse pas les gens. Et en plus, du coup, Morgan, en claquant des KO comme ça, c'est là tu peux être sûr que les scouts de l'UFC, ils l'avaient déjà de toute façon dans le viseur, mais là, ils marquent des énormes points. Et en plus de ça, le fait qu'on sache que l'UFC vient à l'UFC, pour moi, c'est évident que s'il gagne son prochain combat, en plus ce sera pour le titre, mais même si ça n'avait pas été pour le titre, le simple fait qu'il y ait une inertie pour Morgan, je pense que l'UFC aurait été largement encline à lui proposer un contrat pour le premier UFC à Paris, quoi. Donc l'UFC si c'est ce que veut France, tout ce que Ross nous a dit, qui arrivera donc prochainement, ne vous inquiétez pas. Pour ça, on vous tiendra bien évidemment au courant. En tout cas, Morgan Charles, encore une fois, félicitations. Il vient donc à la Nuit Blanche la Sueur, lien dans la description. Je crois qu'on est complet sur le sujet. Ouais, carrément. Eh bien, on est complet. En tout cas, il fait le show. Et puis, je voulais ajouter, c'est vrai que Morgan a dit, en tout cas, nous avait dit dans l'interview que victoire ou défaite, lui, c'est pas vraiment ce qu'il recherche aujourd'hui. C'est effectivement, comme ce que tu as dit, il veut être quelqu'un qui intéresse les gens. Il veut avoir une carrière, il a dit à la Cowboy Cerrone, donc je collectionne. Enfin, Cowboy Cerrone gagne bien évidemment, mais il n'a jamais été champion UFC. Et surtout, il collectionne les bonus. Et aujourd'hui, c'est un des favoris du public et qui enchaîne les main events parce qu'on veut voir Cowboy Cerrone combattre. Et Morgan Charles veut être un peu à l'image de ce combattant-là et que les gens se disent ok, je sais qu'il a perdu, je sais que c'est pas forcément le meilleur du monde, mais quand on le regarde, on en a pour son argent, on en a pour ses 15 ou 25 minutes. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe aussi. Ouais, c'est un peu, en fait, c'est assez stylé parce que du coup, en gros, Morgan, il prend la mentalité un peu japonaise, tu vois, à l'époque du Pride. C'est-à-dire que le Pride, il faisait pas vraiment attention à ton palmarès, il faisait attention à comment est-ce que tu combats. Ouais. De toute façon, maintenant, c'est... Alors, évidemment, ça marche jusqu'à un certain point, tu vois. C'est pour ça que Bob Sapp, aujourd'hui, il a jamais à l'UFC, même si, genre, un UFC Japon, il ramène 70 000 personnes, c'est sûr, et pourtant, jamais l'UFC le prendra. Il faut un vrai socle de compétences sportives avant tout. Et c'est l'avantage, c'est que de toute façon, même si Morgan le sait, c'est pas pour rien qu'il veut la ceinture, c'est qu'il sait aussi que ça apporte une vraie crédibilité, tu vois. C'est un peu comme un CV à un moment donné, même si t'es ultra stylé sur Photoshop, si t'as pas un truc qui prouve que, les mecs te prendront pas, tu vois. C'est bizarre. Ça dépend qui. Et ça dépend qui encore que. Mais voilà, tout ça pour dire que Morgan, il a cette approche-là. Ouais. Qui de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'au moins tu passes pas inaperçu et qu'en plus de ça, s'il continue avec cette mentalité-là, il ira de toute façon faire un tour à l'UFC et quoi qu'il se passe à l'UFC, après, c'est sûr que le One FC, que même le Rising, s'il en a envie, lui ouvriront ses portes vraiment à bras ouverts. Ou même le Bellator.
ou même le Bellator. Mais c'est vrai que je pensais à Rising et ONE FC parce que ce sont des organisations asiatiques qui ont plus tendance à, tu sais, un peu avoir à promouvoir le show à et puis promouvoir le à show, apprécier ce genre de combattant. Ouais. Et puis aussi, et pour finir, ça montre aussi que Morgan Charrière est quelque part très sage et pleinement conscient de l'environnement, parce que c'est vrai, quand on avait parlé dans l'interview des habits et des cadors de la catégorie featherweight, il sait aussi qu'il lui reste du travail avant de les rejoindre, et ça montre aussi une certaine sagesse. Bah ouais. On rappelle qu'il n'a que 24 ans, et il y en a beaucoup qui auraient pu dire « Ah bah oui, eux direct, Guillaume, tu me les amènes demain, je les prends. » Ouais. Voilà. Ouais, au moins, voilà, il est lucide. Et ouais, à 24 ans, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a encore vraiment énormément de temps. Il est encore mais tellement loin d'avoir atteint son pic athlétique que déjà, bah voilà, il a au moins 6 pieds. Allez, mettons 5-6 piges avant de l'atteindre. Donc c'est quand même déjà énorme. En plus de ça, parce qu'évidemment, c'est pas que lié aux performances physiques, mais du coup, je sais pas ce qu'il compte faire, parce qu'évidemment, ses aspirations peuvent changer. Peut-être qu'il décidera ensuite d'aller dans une grosse team aux États-Unis, si c'est en tout cas ce qu'il veut faire. Mais il a encore beaucoup de temps et il a déjà un gros bagage au niveau expérience déjà dans la cage. Il a un gros bagage technique, mais ouais, enfin voilà, il a le temps. Il peut très bien nous faire une Robbie Lawler et en gros attendre 30 piges, voire même un peu plus que ça, pour venir trouver son groove et devenir champion, éclater tout le monde. Donc les perspectives sont quand même belles. C'est ça qui est quand même vraiment vraiment énorme, c'est qu'à 24 ans, comme tu le disais, il a déjà connu tellement de choses que les perspectives sont belles, quoi. Et surtout que ça fait pas longtemps finalement qu'il est combattant full-time, donc aussi en bien plus, en sol que debout. Il y a énormément de points où il peut progresser. Bref, de belles choses pour la suite, mon cher Ross. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée, Guillaume. Et puis surtout, bonne nuit. Ouais. Soit.